Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que signifie la notion de référentiel telle qu'elle est utilisée en psychologie et pour cela, je vais m'appuyer sur une carte mentale. Alors voici la carte mentale en question. Donc pour aborder cette notion de référentiel, je vais commencer d'abord par revenir sur ce que recouvre cette notion de référentiel en fait dans le domaine des sciences physiques. Donc on va introduire finalement cette notion de référentiel via une analogie entre le référentiel en sciences physiques et le référentiel en psychologie. Alors, en sciences physiques et notamment en cinématique, qui est une branche de la mécanique qui vise à décrire le mouvement, eh bien, le mouvement va toujours être décrit par rapport à un point de vue. Et c'est ce point de vue qu'on appelle le référentiel. Et ce référentiel, il est constitué de deux éléments. En fait, il comprend un repère d'espace qui est représenté ici par ce système de trois axes orthonormés qui représentent l'espace tridimensionnel. Et également, le référentiel comprend un repère de temps. Alors, on peut noter une chose, c'est que finalement, quand on décrit un mouvement, il est possible de le décrire à partir de différents points de vue, c'est-à-dire à partir de différents référentiels. Si par exemple on s'intéresse au mouvement d'un passager qui est assis dans un train en marche, eh bien son mouvement il peut être décrit depuis un référentiel qui est situé dans le wagon. Par exemple, si je suis moi aussi dans le wagon et que j'observe le passager en question qui est comme moi assis, eh bien pour moi le passager que j'observe sera dans un état de repos. Par contre, si je me place sur les rails, enfin on va dire dans un champ par exemple où se trouvent les rails, donc depuis un référentiel situé sur les rails, dans ce cas-là, le passager qui se trouve dans le train, je ne vais pas le voir au repos depuis mon point de vue, mais en mouvement. Donc on se rend bien compte que l'état de repos ou de mouvement, il va toujours être défini par rapport à un référentiel qui est le référentiel choisi. Et il est donc indispensable de définir le référentiel, c'est-à-dire le point de vue, avant de se lancer dans une description. Notons donc que les référentiels sont tous relatifs, il n'y a pas de référentiel absolu, il n'y a pas un référentiel qui serait plus vrai qu'un autre. En fait, chaque référentiel va permettre une description et les descriptions qui sont faites à partir des différents référentiels ne vont pas se contredire, au contraire, elles vont se compléter. Si on prend le cas de la biomécanique, par exemple, eh bien, on va choisir un référentiel qui va être celui qui, entre guillemets, va avoir le plus de sens pour la situation biomécanique à laquelle on s'intéresse. En l'occurrence, il s'agira du référentiel qui permettra de simplifier les calculs. J'évoque ce point parce qu'on va le voir quand on va parler maintenant du référentiel en psychologie. On verra effectivement que le clinicien va pouvoir choisir un certain référentiel qui sera celui qui, pour lui, a le plus de sens. Donc finalement, pour en revenir, pour terminer avec le physicien, le référentiel va lui permettre donc de décrire ce qu'il observe, mais aussi de comprendre ce qu'il observe. Et à partir donc de son observation et de sa compréhension, il va pouvoir poser différentes hypothèses qui concernent le phénomène qu'il observe. Alors, on va s'intéresser donc maintenant à la notion de référentiel en psychologie. Donc, voici la suite de la carte mentale pour la partie donc psychologie. Alors, donc, je vais tout de suite m'appuyer sur ce qu'on vient de dire par rapport aux sciences physiques. Le référentiel, donc, en psychologie, c'est aussi un point de vue qui va être adopté donc, par le clinicien et qui va permettre au clinicien de repérer et d'ordonner le matériel clinique, c'est-à-dire ce qui va émerger au cours de l'échange clinique, au cours de l'entretien. Donc repérer et ordonner le matériel clinique, c'est réaliser une description qu'on va qualifier de description sémiologique. Et c'est aussi à partir de ce référentiel qu'il va pouvoir analyser ce matériel clinique et il va pouvoir se forger une certaine compréhension psychopathologique. Alors, ces deux caractéristiques, ces deux éléments que je viens d'évoquer, la description sémiologique et la compréhension psychopathologique, constituent en fait deux composantes qu'on va envisager successivement, mais qui, dans la réalité, vont se produire simultanément. C'est-à-dire que le clinicien va les réaliser de façon plus ou moins synchrone, plus ou moins simultanée l'une avec l'autre. Et en tout cas, c'est finalement ces processus qui vont permettre aux cliniciens de penser le matériel clinique, c'est-à-dire ce qui se donne dans la rencontre clinique, et de se faire une idée des processus mentaux qui sous-tendent ces phénomènes, les phénomènes qu'il observe. Donc, on peut dire que le référentiel, finalement, pour le clinicien, il est comme un guide qui va lui permettre de savoir quoi explorer, quoi laisser de côté.
Et en cela, on peut dire que le référentiel a un côté sécurisant pour le clinicien puisqu'il dispose avec son référentiel d'un guide d'observation et de compréhension. Alors, intéressons-nous pour commencer à la description sémiologique et nous envisagerons ensuite la compréhension psychopathologique. Alors, qu'est-ce que c'est que la description sémiologique ? C'est tout simplement l'étape de recueil des données, c'est-à-dire des phénomènes, on dira plus largement des symptômes en fait, qui peuvent être la manifestation d'un état pathologique. Globalement, j'utiliserai le terme de symptômes ici, mais on distinguait classiquement deux types de données, en tout cas dans le domaine de la psychopathologie, à savoir d'une part les signes cliniques et d'autre part les symptômes. Les signes cliniques étant les éléments observés par le clinicien, donc ils sont associés à une certaine objectivité. Par exemple, j'observe un tic, j'observe une pâleur chez une personne. Tandis que les symptômes sont les éléments qui sont rapportés par l'individu qui vient consulter. Donc il y a une dimension beaucoup plus subjective. C'est le cas quand la personne va dire « je suis fatiguée, j'ai mal » et ainsi de suite. Donc je reprends ce que je viens de dire, à savoir qu'en psychopathologie, donc la distinction entre signes et symptômes est plus ou moins tombée en désuétude. Et je vous propose de lire cet article de Valente et Capsambellis qui revient justement sur ces éléments. Donc, on va rester sur l'idée dans cette description sémiologique de recueil donc, des symptômes. Et les symptômes qui sont recueillis vont pouvoir être regroupés en syndromes. Par exemple, s'il y a des symptômes qui sont recueillis, qui sont la présence, mettons, sur le bras d'une rougeur, de chaleur, de douleur et d'un gonflement, bien, on peut regrouper ces symptômes en un syndrome qui sera un syndrome qu'on qualifiera de syndrome inflammatoire local. Des syndromes identiques vont pouvoir s'observer dans des tableaux cliniques différents. Et le tableau clinique, eh bien, ça correspond à tout ce qui a été constaté dans la situation, dans l'entretien, et c'est ce qui va permettre de poser un diagnostic, c'est-à-dire de réaliser l'identification de la maladie ou du trouble. Alors bien sûr, à chaque fois qu'un diagnostic est posé, le diagnostic est d'abord toujours à mettre en perspective par rapport aux autres diagnostics possibles. C'est ce qu'on appelle réaliser le diagnostic différentiel. On compare avec d'autres diagnostics et on met en évidence les différences. Et donc, si je reprends ce que j'ai noté ici, donc le diagnostic, ce que je viens de dire, c'est qu'il est qu'il est à mettre en perspective par rapport à d'autres diagnostics qui sont possibles, en tout cas dans le système de classification des pathologies qu'on va considérer, c'est-à-dire dans la nosographie qu'on va considérer. Et on peut noter que ces systèmes de classification des pathologies, donc les nosographies, elles ne sont pas fixes, mais elles vont évoluer dans le temps. J'ai mis ici le cas des deux nosographies internationales, avec donc ici le DSM qui en est à sa 5e version révisée, et ici la CIM qui en est, elle, à sa 11e version. On peut aussi évoquer ce qu'on appelle la nosographie classique, qui représente une sorte de conglomérat d'un certain nombre de classifications qui ont commencé à émerger à la fin du 19e siècle et qui n'a cessé en fait d'évoluer avec la société, la culture et ainsi de suite. Et donc la nosographie classique est ainsi appelée parce qu'elle propose en fait des grandes classes de troubles qui vont servir de point de repère pour s'y retrouver, avec donc les catégories que j'ai notées ici, donc les troubles névrotiques, psychotiques, les troubles thymiques ou de l'humeur, les troubles de la personnalité ou encore les syndromes psychotraumatiques. Voilà, donc quoi qu'il en soit, les nosographies ne sont pas fixes, elles évoluent et on va s'intéresser finalement, on va travailler avec le tableau clinique qu'on a pu élaborer au sein d'une nosographie donnée. Alors, je ajoute ici quelques remarques. Première remarque concernant le recueil des symptômes. En fait, le recueil des symptômes est censé être neutre. En fait, c'est le cas en théorie. Mais en fait, en pratique, ce n'est pas neutre parce que tout simplement, le clinicien, il va être orienté par ses représentations, par son référentiel ou les référentiels auxquels il s'adosse. Je voulais rajouter aussi un élément
qui est pas mal développé dans le livre de Fontaine sur l'observation professionnelle des jeunes enfants, qui dit que déjà, alors une observation, c'est pas seulement avec les yeux, ça se fait avec les yeux bien sûr, mais aussi les oreilles, en fait c'est tous les sens qui sont en éveil, et elle dit qu'une observation n'est jamais neutre, hein, et ça c'est assez clair, et je voulais juste l'illustrer par la situation suivante. Si on pense au clinicien, qui n'est rien d'autre qu'un être humain, il ne va pas être sensible aux mêmes éléments selon le contexte dans lequel il se trouve. Dans un entretien clinique, effectivement, il va être sensible au matériel clinique, il va recueillir donc les symptômes en lien avec le référentiel auquel en fait il s'adosse. S'il est dans un échange professionnel avec un collègue, il ne va pas non plus repérer les mêmes éléments, observer les mêmes éléments. S'il est candidat dans un entretien d'embauche, là encore une fois, ce ne sont pas les mêmes éléments auxquels il va attacher son observation. Même chose s'il est dans un rendez-vous galant ou encore s'il est dans un échange avec un ami. Autre remarque que je voulais ajouter, qui est la suivante, c'est-à-dire que comme en sciences physiques, en fait, en psychologie, on retrouve les deux repères qui constituent le référentiel, à savoir le repère d'espace et le repère de temps. Le repère d'espace en psychopathologie, ça correspond à ce qu'on appelle la dimension synchronique du trouble. Synchronique, c'est tout ce qui est présent de façon synchrone avec le trouble. En fait, ça désigne plus spécifiquement le contexte qui va accompagner le trouble à un moment donné. Donc ça va être le contexte culturel, le contexte familial, le contexte social et ainsi de suite. Et pour ce qui est du repère de temps, eh bien, ça correspond en fait à la dimension dite diachronique du trouble, qui représente en fait l'évolution du trouble dans le temps, ou même on pourrait dire à travers le temps, c'est ce que veut dire le mot dia, hein, à travers. En fait, on entend par là plus largement pas que l'histoire du trouble, mais en fait globalement l'histoire de la personne qu'on va recueillir dans ce qu'on appelle l'anamnèse. Et ce qui est intéressant en fait en psychologie, c'est ce qu'on appellera après Lagache et Favès-Boutonnier, la personne totale en situation, dans toute sa singularité et en évolution. Alors, notons qu'une fois que le diagnostic est posé, on peut envisager un pronostic, donc qui est une évolution probable du trouble, et puis des options thérapeutiques, c'est-à-dire un traitement. Et bien sûr, le traitement, il dépend de la manière en fait de comprendre ce qui va se donner dans la rencontre clinique, d'où justement ce que je disais initialement, à savoir qu'il y a une intrication étroite qui existe entre la description sémiologique et la compréhension psychopathologique. Et finalement, les options thérapeutiques vont clairement dépendre donc de cette lecture psychopathologique qui va être faite par le clinicien, hein, sur les données qu'il a pu recueillir. Donc finalement, les choses vont vraiment dépendre du référentiel du clinicien, encore une fois, parce que le recueil des données, qui est censé en théorie être neutre, ne l'est pas. Donc au terme de cette description sémiologique, le clinicien a donc organisé les données cliniques et il l'a fait en s'appuyant sur son référentiel. On va pouvoir en dire un petit peu plus sur la compréhension psychopathologique. Voici ici la suite de la carte. Et je reviens sur ce que je viens de dire, à savoir que cette compréhension s'entremêle avec la description sémiologique. Donc c'est en fait en même temps que le clinicien va recueillir les données cliniques, il les organise, il les pense, il les élabore et il va tenter de les comprendre, et cela en lien avec son référentiel, en s'appuyant sur son référentiel. J'en profite ici pour ajouter une référence concernant justement l'élaboration, qui est un processus qui est largement détaillé justement dans cet ouvrage. Alors, je vais commencer pour aborder cette compréhension psychopathologique par évoquer un postulat de départ, ce qu'il est important de faire dans la mesure où c'est ce qui va présider à la compréhension psychopathologique. On peut parler là d'un véritable axiome qui préside à cette compréhension. Ce postulat est le suivant, et ce postulat part du principe qu'un phénomène psychopathologique, donc un symptôme, et cela quel que soit le référentiel du clinicien, un symptôme va avoir valeur de défense. En fait, ça va être une défense contre l'angoisse, mais une défense qui est finalement forgée, mais qui est malheureusement inefficace parce qu'elle va générer de la souffrance chez l'individu. C'est pour ça qu'on l'appelle le symptôme. Alors, on va reprendre ces quelques éléments et je vais commencer par revenir un peu plus spécifiquement sur la notion d'angoisse.
Qu'est-ce que c'est que l'angoisse? L'angoisse, on peut dire que ça correspond chez une personne à une expérience en fait, de menace. On peut parler d'un vécu de menace. Par menace, on entend finalement l'expérimentation d'une espèce de crainte qui n'est pas fondée, hein, donc qui est complètement subjective, ce qui s'oppose en cela à ce qu'on appelle la peur. Hein. L'angoisse n'a pas d'objet, elle est subjective, alors que la peur, au contraire, elle a un objet, elle est objective. Hein. Donc l'angoisse, c'est une sorte de peur sans objet, alors que la peur, c'est la peur de quelque chose. Et donc je disais, c'est un vécu de menace, et le vécu va se caractériser par différentes composantes, avec souvent une sensation qu'on qualifie d'hypervigilance douloureuse, qui va être associée à différentes manifestations somatiques. Ça va être par exemple la sensation d'avoir une boule dans le ventre, une boule dans la gorge, la sensation d'être pris dans un étau, et ainsi de suite. Donc ce qu'on peut noter, c'est que face à cette angoisse, donc, qui est vécue par la personne comme une menace, hein, qui menace la personne quelque part dans ses fondations, eh bien, face à l'angoisse, la personne peut réussir à se défendre relativement bien, ou elle peut ne pas réussir à se défendre efficacement. Donc, si la personne se défend relativement bien, on peut dire que les défenses qui sont alors construites vont être adaptatives, puisqu'elles ne constituent pas des phénomènes psychopathologiques. Et donc l'individu va, dans ce cas, conserver une certaine souplesse dans son fonctionnement. Voire même, hein, des fois, justement, être confronté à une angoisse, c'est peut-être aussi parfois ce qui va mettre en mouvement le psychisme, et puis générer aussi une certaine dynamique créatrice. Mais voilà, parfois, face à l'angoisse, on peut ne pas réussir à se défendre efficacement. Les défenses, dans ce cas-là, ne seront pas adaptatives, hein, parce qu'elles sont inefficaces. Elles vont, dans ce cas-là, constituer des phénomènes psychopathologiques, et l'individu va se retrouver enfermé dans un fonctionnement rigide. Il va être entravé, il va être pris au piège, en fait, dans un cercle vicieux. Hein, donc, il va vraiment être entravé par rapport à son existence. Hein, il va être limité, son existence va être vécue comme peu satisfaisante, ses relations interindividuelles peuvent aussi être entravées. En fait, c'est tout simplement le développement de la personne qui va être entravée dans ce cas. Donc, si je reprends ces quelques éléments, on peut dire que face à une angoisse, face à une menace, l'individu se défend. Il se défend en métabolisant cette menace, donc cette angoisse, c'est-à-dire en la transformant. Et cette transformation, cette métabolisation, elle va pouvoir se faire de différentes manières, c'est-à-dire selon différents processus. Et ces processus, on va les qualifier de mécanismes de défense. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de défense? Eh bien, je vais évoquer la définition de Ionescu et collaborateurs, qui disent que les mécanismes de défense sont des processus psychiques inconscients visant à réduire ou à annuler les effets désagréables des dangers, réels ou imaginaires, en remaniant les réalités internes et ou externes, dont les manifestations, donc les comportements, les idées ou les affects, dont les manifestations peuvent être inconscientes ou conscientes. Alors, une petite remarque concernant le terme de mécanisme de défense, hein, cette notion de mécanisme de défense, elle appartient initialement au référentiel psychanalytique, mais il y a des notions analogues qui existent dans les autres référentiels, et finalement c'est un terme qui est largement utilisé en fait en dehors du cadre psychanalytique. Alors, de nombreux mécanismes de défense ont été décrits. Alors, dans leur ouvrage, Ionescu et collaborateurs en décrivent 29. Alors, on peut évoquer parmi ces mécanismes de défense quelques-uns, je ne vais pas tous les lire. On peut évoquer par exemple le clivage, le contre-investissement, la dénégation, le déni, la formation réactionnelle et ainsi de suite. Et il y en a tout un tas d'autres qui ne définissent pas précisément, qui nomment et qui définissent de façon assez courte. On peut évoquer par exemple ici la dépersonnalisation, le déplacement, la dépréciation et ainsi de suite. Si on reprend un peu tous ces éléments, je vais évoquer la séquence imagée suivante pour qu'on comprenne bien ce qui se passe et revenir sur cette histoire d'angoisse. Donc on peut imaginer la chose suivante. On fait face à une angoisse. Donc j'éprouve une angoisse, c'est-à-dire une crainte insupportable, une sensation de menace insupportable, avec toutes les manifestations physiologiques qui vont aussi être présentes, somatiques. Et donc, j'éprouve une crainte, donc une angoisse insupportable, et je vais me lancer dans une gestion de l'angoisse via des mécanismes de défense. Je vais prendre, comme je l'ai dit, une séquence imagée pour
que ce soit un peu plus concret, un peu plus tangible. Et ensuite, on reprendra un exemple un peu plus académique. Donc, j'éprouve une crainte insupportable, j'éprouve une angoisse, je gère l'angoisse via un ou plusieurs mécanismes de défense. Ça veut dire que je vais me lancer dans un processus, par exemple, un processus de fabrication de quelque chose qui va me permettre de protéger. Je vais par exemple découper une tôle, je vais accrocher un support. Et là, c'est la découpe, l'accroche du support, ce sont des processus. Et au final, je vais me constituer une défense. Et ma défense, ça va par exemple être un bouclier. Alors ça aurait pu tout à fait être autre chose, hein. Je vais rester sur cette image du bouclier. Et donc voilà, j'ai fabriqué ma défense, mon bouclier. Et alors là, il y a deux possibilités. Ce sont les deux possibilités que j'évoquais précédemment quand je disais que les défenses, elles peuvent être adaptatives ou non adaptatives. Donc j'ai maintenant ma défense, mon bouclier, deux possibilités. Soit mon bouclier est adaptatif. Dans ce cas-là, on pourra dire que mon bouclier ne m'entrave pas dans mes mouvements parce qu'il a la taille d'une bague, donc du coup je vis bien avec, je ne souffre pas et ça tombe bien parce que justement je ne peux pas me passer de cette défense de mon bouclier, parce que si je laisse ce bouclier de côté, je vais ressentir à nouveau cette angoisse qui est pire que de devoir porter en permanence mon bouclier. Mais on peut dire que dans ce cas-là, il y a eu une utilisation adéquate des mécanismes de défense, ça n'entraîne pas l'émergence de phénomènes psychopathologiques. En fait, je vais garder une certaine souplesse dans mon fonctionnement, dans mes mouvements, même si je reste à un niveau physique. Autre possibilité, mon bouclier m'entrave dans mes mouvements parce qu'il est gigantesque et donc je vis mal avec, j'en souffre, mais je sais que je ne peux pas le poser parce que si je le pose, eh bien la souffrance que je vais vivre va être encore pire que le fait d'être entravé par ce bouclier gigantesque. Mais voilà, néanmoins, je souffre quand même et je me prive de la liberté de mes mouvements. En clair, ce bouclier gigantesque, cette défense gigantesque va m'entraver. Donc on peut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas eu utilisation adéquate des mécanismes de défense. Ils ont donc entraîné l'émergence de phénomènes psychopathologiques et je me retrouve enfermée dans un fonctionnement qui est complètement rigide. Alors je vais reprendre, là comme je l'avais annoncé, il s'agit d'une séquence très imagée et assez concrète. Je vais illustrer le processus donc, de façon plus académique avec le cas d'une phobie. La phobie qui peut être vue comme une défense, c'est-à-dire un phénomène psychopathologique. Donc le point de départ est le suivant. On va imaginer un individu qui est confronté à une angoisse. Donc voilà, c'est une angoisse qui est présente, par exemple parce que l'individu a eu un accident ou je ne sais quoi. Et donc l'individu va gérer cette angoisse. Donc il va se défendre contre elle via différents mécanismes de défense. Par exemple, il va utiliser un mécanisme de refoulement, de déplacement, si bien que l'individu va finalement fixer son angoisse à un objet qui va être spécifique ou bien à une situation qui va être spécifique. Ce qui fait qu'au final, au lieu d'être terrifié par sa première angoisse, la personne va être terrifiée par l'objet en question ou la situation en question sur lequel l'angoisse première a été finalement fixée. Alors évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que c'est moins pire finalement pour la personne que d'être confrontée à sa première angoisse, parce que lorsque l'angoisse est fixée à quelque chose, eh bien, elle va acquérir une certaine position spatio-temporelle. En gros, l'angoisse va devenir une peur de quelque chose. Ce qu'on dit souvent, c'est que l'angoisse, elle tente de devenir de la peur. Et donc, si on n'a plus une angoisse, donc qui n'a pas de position spatio-temporelle, mais si on a fixé cette angoisse à un objet ou à une situation, eh bien on peut dans ce cas-là fuir ou surmonter cet objet ou cette situation. Par exemple, on peut adopter des comportements d'évitement de l'objet ou de la situation spécifique. Donc au final, on peut dire que l'individu a peur de quelque chose qui est devenu tangible, c'est l'objet ou la situation, donc il a finalement peur de quelque chose qui ne va le menacer qu'en surface. Mais il n'a plus peur, en tout cas, il ne ressent plus cette angoisse première qui le menace dans ses fondations psychiques. Donc on peut dire que, si on fait un peu le bilan là, de ce qui se passe, que l'angoisse initiale de ce fait, elle est gérée. C'est la raison pour laquelle on entend parfois dire que les symptômes revêtent une certaine valeur positive pour l'individu, parce qu'effectivement, la phobie, qui n'a rien de positif en soi, mais quelque part, la phobie, cette défense, elle protège de l'angoisse initiale, qui est vraiment l'angoisse absolument insupportable. Mais bien sûr, cette défense,
c'est-à-dire la phobie qui a été mise en place dans l'exemple qui nous intéresse, elle peut à son tour générer de l'angoisse. On imagine bien que si le quelque chose à fuir est quelque chose qui se rencontre communément dans le quotidien, eh bien ça peut gravement compromettre la vie de l'individu, ça peut gravement l'entraver. Par exemple, si on a une phobie des oiseaux, ça va être compliqué d'aller dans beaucoup de lieux puisque les oiseaux sont un petit peu partout. Donc on peut dire que dans ce cas-là, l'individu va se retrouver pris au piège dans un cercle vicieux. En fait, on dit qu'il est enfermé dans un fonctionnement qui est circulaire, qui est complètement rigide, tout simplement parce que la défense même, donc la phobie, cette défense qu'il a mise en place dans l'exemple qui nous intéresse, eh bien elle-même génère de l'angoisse. Alors une angoisse moins importante que l'angoisse première, mais elle génère tout de même de l'angoisse, et en cela, le symptôme, il est clairement négatif, bien sûr, pour l'individu. Et d'où l'importance aussi, quand on est pris au piège dans ce cercle vicieux, de trouver un point d'appui extérieur, ce qui peut se faire à travers la thérapie, hein, c'est ce qui permet de sortir de cet enfermement, de cette rigidité, donc de ce cercle vicieux. Si on en revient à cette compréhension psychopathologique, maintenant qu'on a évoqué ces questions de l'angoisse et des défenses, on peut souligner le point suivant, donc c'est que toute compréhension psychopathologique, bien sûr, elle s'appuie sur l'axiome que l'on vient de présenter, mais bien sûr, à un niveau fin, la compréhension psychopathologique va dépendre du référentiel. Si on prend le cas, par exemple, d'une addiction, eh bien, l'addiction ne sera pas comprise de la même façon selon le référentiel. Je vous donne ici quelques exemples assez généraux, hein, qui seraient largement affinés aussi en fonction des auteurs précis. Mais par exemple, dans un référentiel psychosocial, l'addiction peut être vue comme une stratégie d'ajustement qui va permettre à la personne d'affronter les difficultés de la vie. Dans un référentiel psychodynamique, l'addiction peut être vue comme un moyen de lutter contre des carences narcissiques parce que la substance va permettre à l'individu de retrouver en fait toute sa puissance narcissique originelle, et c'est ce qui va lui donner la sensation d'être invulnérable. Dans un référentiel cognitivo-comportemental, l'addiction va être vue comme un conditionnement opérant. Dans un référentiel systémique, l'addiction, par exemple chez un jeune, ça peut être un moyen pour sauvegarder l'équilibre familial face à une angoisse de séparation et individuation, puisque l'addiction, elle va donner à l'individu l'illusion d'être autonome, alors même qu'il reste dans une relation symbiotique au sein de sa famille, c'est-à-dire dans une relation de dépendance. Voilà, donc juste tout ça pour illustrer le fait que la compréhension fine ne va pas être la même selon le référentiel. Et donc, on note ici que le clinicien, en fait, ce qu'il tente de faire, c'est donc de comprendre la fonction qu'a le phénomène psychopathologique pour la personne. Et cette fonction, évidemment, elle ne sera pas comprise de la même façon selon le référentiel du clinicien. Et ajoutons qu'un référentiel donné sera toujours un référentiel parmi d'autres, et il serait assez erroné en fait de penser qu'un référentiel serait le référentiel suprême, absolu ou hégémonique. C'est toujours un point de vue, et c'est seulement un référentiel, une façon de lire et de comprendre les données cliniques. Ce qui fait que un référentiel qui convient à un clinicien ne conviendra pas nécessairement à un autre clinicien. Et du point de vue de la personne qui consulte, c'est la même chose. Si un référentiel convient à une personne qui présente un trouble, eh bien, le référentiel ne conviendra pas nécessairement à une autre personne qui présentera un trouble analogue. Donc, l'important dans ces situations, c'est que le référentiel, en fait, permette à la personne de donner du sens à son trouble, c'est-à-dire de le situer, son trouble, dans une chaîne causale, cohérente et prévisible qui va permettre d'accroître le sentiment de certitude de la personne. Alors nous allons pouvoir conclure cette carte mentale. Donc pour conclure, je reviens sur quelques idées que nous venons de développer, à savoir que le référentiel, c'est donc bien un point de vue que le clinicien adopte pour décrire et comprendre le matériel clinique, donc ce qui émerge en fait dans la situation d'entretien clinique. Le référentiel, c'est le système explicatif qui est adopté par le clinicien, donc c'est un modèle de compréhension. Et tous les référentiels s'accordent sur l'idée qu'un symptôme a une signification pour l'individu et il est vécu par lui comme un élément troublant son fonctionnement dans le même temps. Et quel que soit donc le référentiel, la thérapeutique proposée visera toujours à replacer le symptôme dans une dynamique signifiante pour l'individu.
Alors notons qu'un référentiel est toujours relatif, il n'y a pas un référentiel qui serait plus vrai qu'un autre. Chaque référentiel propose une interprétation du symptôme et les interprétations ne se contredisent pas mais s'enrichissent mutuellement. Et enfin, la proposition thérapeutique différera selon le référentiel et certains dispositifs seront plus adaptés que d'autres selon l'individu et le trouble que l'individu présente. Et enfin, notons que la notion de référentiel peut être qualifiée avec d'autres termes. On parle aussi de cadre de référence, de cadre conceptuel, de cadre idéologique, d'orientation théorique, de paradigme de psychopathologie clinique ou de paradigme clinique tout simplement, de système explicatif, de système de croyance, d'approche clinique, d'approche théorique, de théorie. Voilà, donc sur ce, nous avons terminé avec cette notion de référentiel en psychologie et je vous dis à bientôt pour une prochaine carte mentale.